Allô tout le monde! Alors, quand ça fait maintenant 1 an qu'on voyage, on fait un petit bilan. Hey, Alexis! c'est une joke, là. Qu'est-ce que tu fais, Alexis? Bon, ça, c'était sûr, ça allait arriver. Mais là, en partant... Est-ce que je peux avoir de l'eau dans ton verre? Ouais. Alors, allô tout le monde! Salut tout le monde! Donc, maintenant que ça fait 1 an qu'on voyage, un peu plus d'1 an, on a pensé faire un petit bilan. Ça va nous permettre, en fait, de répondre à certaines de vos questions que vous nous avez posées sur notre page Facebook. Et peut-être que ça aidera certaines personnes aussi à faire un voyage comme ça, ou pas. Donc, voilà. Alors, on commence. Tout d'abord, nos coups de cœur après 1 an. Donc, on se souvient qu'on est parti du Canada, de Montréal à Lac-Champlain et qu'on est présentement dans les îles ABC. Alors, nos coups de cœur côté ville, okay, parce qu'il y a plusieurs catégories. Définitivement New York. Bon, New York, c'est une ville où on est allé souvent. Je vous dis, c'est pas la première fois, mais par bateau, c'est complètement différent. La façon de le vivre. Nous, on avait une super marina en plus, vraiment au centre, très bien située. Donc, New York par bateau, c'est spectaculaire. Cape May qu'on a adoré pour toutes les activités que l'endroit offre pour les familles, pour les enfants. Vraiment, on a eu un super séjour à Cape May, donc ça a été un de nos grands coups de cœur sur la côte est américaine. Charleston, donc Charleston, c'est un coin qu'on ne connaissait pas, donc on a fait les États-Unis souvent, mais on n'a jamais fait la côte est au complet. Donc vraiment un beau stop en bateau, Charleston, dans les Carolines. Et finalement, San Juan, la ville de San Juan, à Porto Rico, la vieille ville qui est absolument extraordinaire. On a adoré, on est resté longtemps. Vraiment une belle place à visiter. Donc ça, c'est nos coups de cœur, catégorie ville. Ouais. Catégorie surprise, je pense que c'était Charleston, là, mais ville, ouais, sans contredit tout ça. Puis, deuxième catégorie, au point de vue plage, là, c'est sans contredit les Bahamas. Les Bahamas, même pas un endroit en particulier. Je pense que tout le pays est incroyable. Autant en haut de l'eau avec les plages, tout ça, qu'en dessous. Tout ce qui est à plonger, pêche, c'était extraordinaire pour les enfants, pour nous. C'est la destination vraiment idéale bateau pour ceux qui veulent quelque chose de super sauvage. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est ça. Là, on est à l'antipode de la ville. C'est sûr que là, on est vraiment au côté plus sauvage, plus isolé, puis c'est une destination qui se fait vraiment, je pense, uniquement, pas mal en bateau. Je pense que c'est l'idéal d'être envoyé. Coup de cœur aussi, si on veut parler de qu'est-ce qui est un juste milieu entre les deux, je pense que c'est sûr que les îles françaises, on a beaucoup apprécié. C'est comme le meilleur des deux mondes. Le inland était incroyable, puis aussi la plongée. Mais avec une préférence pour la Guadeloupe. Ouais, la Guadeloupe. Je pense la Guadeloupe. Les gens, tu sais, le service qu'on a eu, ouais, compétent. Ouais, en Guadeloupe, sur terre, en dessous de l'eau, sur l'eau, la nourriture, les gens, vraiment, le coup de cœur global pour nous, c'est la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Ça, c'est un gros volet. Oui, ce qu'on ferait de différent, ça va permettre aussi de répondre à certaines questions qu'on nous a posées. Donc, tout d'abord, nous, on n'a pas l'air climatisé sur notre bateau parce qu'on s'était fait dire que c'était pas nécessaire, qu'il ventait toujours, qu'on aurait toujours du vent. C'est complètement faux. OK? Complètement faux. Alors, ce qu'on ferait de différent, c'est qu'on installerait l'air climatisé. Dans la mesure où, jusqu'à Porto Rico, ce n'est pas un problème. C'est vrai que les températures sont chaudes, mais ce n'est pas accablant. Mais après Porto Rico, c'est extrêmement chaud. Donc, c'est sûr qu'avoir tout ça, j'aurais installé l'air climatisé. Puis c'est pas vrai qu'ils vendent tout le temps, parce que s'ils vendent beaucoup, normalement, tu es dans un ancrage où il va aussi avoir des vagues, c'est inconfortable. Donc, quand tu es bien protégé, il n'y en a pas de vent. Alors, il fait chaud en Moses. Donc, air climatisé, définitivement quelque chose à avoir sur le bateau si jamais vous faites un voyage plus loin qu'aux Bahamas. Oui. Par contre, c'est ça amène d'autres choses. Le fait d'avoir un air climatisé, là, ça arrive sur
le choix aussi du bateau puis de l'équipement. C'est sûr que ça, si c'était à refaire, je pense qu'on prendrait un bateau un petit peu plus grand. Ben, un petit peu, quand même plus grand. Pour une famille de 4, je pense que pour aller aux Bahamas, Malik, c'était parfait. Mais pour le reste, depuis qu'on a quitté les Bahamas, je dirais que c'est minimal. C'est sûr qu'on l'a bien équipé, le dessalle est indispensable. Après ça, bossoir. Congélateur pour nous aussi. Congélateur, oui, ça donne. Indispensable, ce qui nous permet de stocker beaucoup de nourriture puis de manger mieux finalement. Mais ce qu'on ferait différent, effectivement. Je pense qu'on irait pour un petit peu plus grand. Plus grand. Pour nous, c'est pas pour tout le monde. L'idéal, je pense, aurait été un 47 pieds. Puis même que j'irais peut-être du côté d'un catamaran. La plupart des familles ici qu'on rencontre, quand on est rendu au latitude où on est, c'est en catamaran. C'est sûr que là, on parle pas du tout du même budget, puis ça aurait eu d'autres impacts ailleurs sur notre budget, là. Mais avec des enfants, nous, on est assez en bas âge, c'est sûr que c'est plus confortable un catamaran quand tu fais des longues navigations que des navigations un peu plus sportives. Donc maintenant, ce qu'on trouve le plus difficile, bon, c'est pas vrai que c'est toujours un conte de fées faire un voyage comme ça. Là. Il y a des hauts et des bas. Pour nous, le fait de ne pas avoir de bulle, c'est le plus difficile. Pour moi particulièrement, moi je suis quelqu'un qui aime avoir son espace, passer beaucoup de temps toute seule, tout ça. Là, c'est sûr que d'être en famille 24 heures sur 24, c'est le fun. Je veux dire, on passe du temps ensemble. Mais c'est aussi très difficile dans la mesure où on est sollicité sans arrêt. On a des enfants en bas âge, donc je pense que si tu as des ados, c'est probablement d'autres problèmes ou d'autres défis, d'autres enjeux. Si tu es un couple, c'est peut-être plus facile à plein niveau. Mais c'est ça, de ne pas avoir de bulle, de ne pas avoir d'espace, d'être sollicité sans arrêt par les enfants, ça c'est difficile. Faut pas, on l'a sous-estimé en fait, donc faut l'avoir en tête. Et pour répondre à la fameuse question d'intimité, ben justement, l'intimité, on n'en a pas. C'est bien difficile. Les petites vites. Oui, c'est bien difficile d'en avoir. Donc, on trouve nos moments quand les enfants sont occupés. Ou le soir, la nuit. La nuit, quand ils dorment, quand il y a des siestes, quand ils sont occupés, c'est ça, à jouer, à écouter un film. Ou quand on a la chance d'être avec un bateau ami ou de la visite, que là, on se trouve avoir un petit peu plus de moments. Mais ce sont des petits moments, donc ça fait partie des difficultés de ne pas avoir justement sa bulle. Oui. Puis au point de vue des difficultés aussi, il y a les grandes navigations, puis c'est quelque chose. Dans le sens où, ça dépend lesquelles. Oui, c'est ça, mais il y en a quand même des. Je parle des longues en particulier parce que les courtes, on réussit toujours à bien doser puis à prendre nos fenêtres, mais des fois les grandes, c'est des compromis. Puis des fois, on a beaucoup de vagues, des fois les conditions, puis on en a une un peu fragile. Charlie est plus sensible à ça. On a ramassé du vomi quelques fois. Heureusement, le moral des enfants, on peut pas dire que c'est un enjeu. Ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours... fait que ça, au moins, ça enlève ce côté-là à gérer, mais... On n'a pas à gérer vraiment dans l'humeur. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, là, on le gère comme à la maison, pour vrai. Même quand c'est ça, elle est malade, Charlie est vraiment impressionnante. Par contre, la navigation étant ce que c'est, les vagues de côté, de travers, gitées, c'est extrêmement inconfortable des fois. Même qu'on a eu des grosses, là, 13-14 pieds de vagues. Au point de vue météo, c'est pas autant le vent que l'addition des vagues que je trouve qui est difficile à gérer. Swell. Le swell qu'on appelle. La vague du vent, OK, c'est correct, mais quand ça s'additionne à une vague résiduelle d'un système qui est passé, puis là, tu additionnes les deux, là, ça devient extrêmement inconfortable et n'importe quoi. C'est très difficile à savoir dans quoi qu'on s'embarque au point de vue vague. Puis autre chose aussi qui vient avec le voyage en bateau, c'est tout ce qui est la logistique puis gérer le sel. Le fameux sel, des fois, là, ça prend des proportions. C'est juste une petite activité là, de snorkeling avec les enfants peut prendre du temps supplémentaire juste parce que là, il faut tout rincer, il faut tout... puis la consommation d'eau qui vient avec ça, le compromis qui vient avec tout ce qui est justement la logistique d'aller faire l'activité puis de revenir, puis le sel, le sable. Ça, à la longue, une journée donnée, ça va, mais à force
de le faire, puis de le refaire, puis de le refaire, oui, ça peut devenir Chaque des jour, fois tout le temps. Fait que, ouais, ça, des lourd. fois, c'est lourd. Ouais. Puis le sel, ben, tu sais, nous, on a super bien protégé nos affaires et tout ça, tout est bien emballé, mais ça reste que ça ronge tout. Ah, ça rentre partout. Ça magane tout, ça rentre partout, ça s'imprègne dans les lits, on dirait, même si on fait attention. Tu sais, on voudrait rincer le bateau des fois après des grosses naves, mais à un moment donné, tu vas-tu passer ton eau douce parce qu'on est à l'angle, puis là, tu sais, on n'est pas en marina. C'est ça, il y a une grosse gestion d'eau aussi qui vient avec. T'sais. Quatrième point, le budget, le fameux budget, tout ce qui est argent. C'est toujours intriguant, hein, le côté monétaire. Là. Alors, parlons cash. Donc, tout le monde le dit, ce voyage-là peut se faire avec n'importe quel moyen, et c'est la vérité. Nous, on est parti avec un bon budget. Donc, on a dépensé en fonction du fait qu'on avait un bon budget. Alors, pour notre première année, ça nous a coûté 70 000 $ canadiens. Donc, c'est sûr qu'on a fait des destinations chères. Les États-Unis, toutes les Antilles qui coûtent extrêmement cher. Donc, on a payé toujours en dollars US et en euros. Donc, déjà en partant, on perd 25 à 30 % en taux de change. Sinon, c'est certain qu'on fait beaucoup d'activités. Puis, il y en a plusieurs parmi celles-ci qui sont payantes. Donc, on fait beaucoup de choses avec les enfants. On va souvent au restaurant quand même. On a pris des marinas à quelques reprises, donc à New York, en Floride, parce qu'on avait fait justement beaucoup d'activités Disney Universal Studios. On en a pris en République dominicaine et ici à Aruba, où on est resté longtemps en marina. Donc, ça vient influencer le budget, finalement. Ceci dit, si vous avez 35 000, c'est correct, vous allez pouvoir faire le même voyage, vous allez juste faire des choix différents de nous. Donc, est-ce qu'on est dans le budget pour répondre à la question? Oui, on est encore dans notre budget, mais c'est ça, on fait des choix puis on dépense en fonction du budget qu'on avait aussi. C'est-à-dire, si on était parti avec 35 000, bien, on ne serait peut-être jamais allé en marina, on ne mangerait pas au restaurant, on mangerait aussi, on ferait peut-être des épiceries plus simples parce que, faut dire qu'au niveau nourriture, nous, on cuisine comme à la maison. Dans la mesure où le congélateur nous permet de stocker beaucoup de choses. On achète des belles pièces de viande. On fait beaucoup de barbecue. On fait beaucoup de barbecue. On achète des crevettes. Toutes les choses qu'on mange à la maison. Je fais pas de repas gastronomiques, là, on s'entend, mais on mange pas mal comme à la maison. On ne se nourrit pas que de poissons de la mer. C'est sûr que quand on en pêche, on est super content, puis c'est ça qu'on mange. C'est un plus. Mais on n'a pas de recette en particulier, quoi que ce soit. On se nourrit comme à la maison. Donc, ça coûte plus cher que si on mangeait juste des pâtes ou du riz, par exemple. Alors, on fait vraiment des choix en fonction de notre budget. Si on avait eu moins, on aurait fait d'autres choix. Puis il y en a qui ont beaucoup plus que nous, puis ben eux, ils font d'autres choix. Il y en a qui ont plus de budget que ça. Je le dis parce qu'il faut prendre ça un petit peu comme un grain de sel. Nous, c'est ça, mais il y a des gens que ça coûte la moitié moins, puis ils vont voir la plupart des choses que l'on voit être dans les mêmes ancrages. Puis ça inclut aussi l'entretien du bateau aussi. Là, oui. Tout ce qui est arrivé, là, même les petites bad luck comme aux îles Vierges, on a dû sortir le bateau. T'sais, on avait quand même ça de prévu là, dans le budget, puis ça inclut tout ça. Mais on ne s'attend pas à ce que notre deuxième année nous coûte autant. Faut que ça pourrait être surprenant parce qu'on veut faire un peu de sac à dos et tout ça, mais on s'en va là, dans des destinations beaucoup moins dispendieuses que ce qu'on a connu dans la dernière année. Et là, le taux de change va être de notre côté. Donc, ça devrait faire une différence. Ouais. Exact. Puis pour répondre à une des questions qui nous a été posée, comment qu'on se finance, ben c'est sûr que nous, on est habitués de voyager. Fait qu'on a toujours un budget à la maison, qu'on met de l'argent de côté, puis veut pas, on avait tout l'argent. Quand on est parti, là, on disait OK, c'est correct, notre budget est à... On se finance avec nos économies. Bref, à travers les années, on a mis de l'argent de côté. On a fait peut-être, on s'est privé, là, on peut dire, là, un petit peu, juste pour avoir un plus gros bas de laine, mais là, présentement, il descend, mais ça, là. Puis, fait qu'on se finance à même nos économies. À même les économies. Alors, j'ai pas encore touché mon héritage ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment nos économies qui nous permettent de faire ce voyage. Et finalement, notre dernier point, la prochaine année. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Donc, on prévoit toujours rentrer pour juin 2025. Donc, on fait une dernière année. Finalement, c'était ça le plan. On retourne travailler. Moi, j'ai mon emploi qui m'attend.
On a beaucoup hésité. Est-ce qu'on traverse le Pacifique? Est-ce qu'on fait plutôt, on remonte vers le nord, tout ça? Pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est de faire l'Amérique centrale. Traverser le Pacifique, ça nous semble beaucoup de navigation pour pas beaucoup de temps en Polynésie française, en fait. Bon, c'est quand même on sait un petit peu à quoi s'attendre, même si on ne le sait pas en Polynésie, parce qu'on a déjà fait les Fidji dans ce coin-là. On sait l'Australie, tout ça, on sait à quoi ressemble le Pacifique Sud. Mais on aurait eu besoin de 6 mois de plus pour vraiment le faire. Donc, on trouve que c'est trop de navigation pour pas assez de temps. Et même si on laissait le bateau là-bas, si on veut le vendre, tout ça, ça fait quand même des billets d'avion assez dispendieux de Montréal pour se déplacer en Polynésie. Donc, on pense, c'est ça, remonter l'Amérique centrale. C'est un coin qu'on n'a jamais fait. Donc, là, on s'en va en Colombie. On va ensuite faire évidemment le Panama, les San Blas, tout ça. Puis on pense aller vers le Guatemala, peut-être l'Honduras, le Belize, bref, dans ce coin-là, et remonter tranquillement vers la Floride où on laisserait le bateau. Et probablement qu'on le mettrait à vendre parce que si un jour on refait un voyage comme ça, à notre retraite, on ne sait pas si on va le faire. Mais si un jour, ça serait avec un autre bateau, enfant, de toute façon, probablement plus un catamaran. Puis là, à ce moment-là, on ferait le Pacifique. Ou peut-être que le Pacifique, on le fera, la Polynésie, dans une de nos vacances. Une location, peut-être. Une location, c'est ça, d'un catamaran. Bref, c'est pas la même expérience, c'est sûr, mais on verra. Présentement, l'idée qu'on a, c'est vraiment de remonter plus, puis de faire l'Amérique centrale et de faire vraiment un mélange mer et terre, en fait. On aime beaucoup faire aussi du sac à dos. Ça a été notre façon de voyager les 25 dernières années. Là. On a beaucoup voyagé. C'est quelque chose qu'on apprécie, de découvrir aussi les pays par la terre. Il y a des choses qui se découvrent mieux aussi lorsqu'on n'est pas sur l'eau. Donc, c'est notre plan pour le moment. Ouais. Puis c'est une des questions aussi qui nous a été posée, c'est notre retour. Est-ce que ça nous fait peur? C'est sûr qu'il y a de l'appréhension, là. C'est sûr que le fait de revenir, ça vient toujours avec une petite période de déphasé un peu, là, avec les gens qui sont dans la routine, puis du boulot, dodo, puis enfants, puis tout ça. Ça fait que ça, c'est sûr qu'on est un peu décalé. Par contre, pour l'avoir déjà fait, c'est-à-dire on est déjà parti longtemps, je pense que l'expérience va faire en sorte que... Mais pas en bateau. Non, on l'a pas fait en bateau. En sac à dos. Mais quand même, le retour vient toujours avec un peu... tu te sens toujours un peu en marge ou tu sais, un genre de blues. Mais ça dure jamais trop longtemps parce qu'à un moment donné, veut pas, la routine, ça réinstalle et tout ça. Donc, c'est excitant de revenir. Je pense qu'on est rendu là. Mais non, on ne peut pas dire que... On y pense pas tant que ça, là, mais tu sais, est-ce qu'on a hâte? Oui, une partie de nous autres a hâte. Je veux dire, moi, je suis pas une ennuyeuse, mais je m'ennuie quand même de mon monde. Mais on n'a pas peur. Là. Je peux pas dire que... Non, on n'a pas peur, mais tu sais, c'est sûr qu'un voyage comme ça transforme, tu changes beaucoup plus vite habituellement que les gens qui, eux, sont restés dans leur routine et tout ça. Donc, il y a un petit décalage. Puis... ça vient de l'appréhension. Tout changement vient avec une certaine forme d'appréhension, c'est certain, mais... Je pense qu'on a le profil aussi pour ça. Je pense qu'on s'adapte assez bien au changement. Je pense qu'on a le profil aussi pour ça, comme tu dis. Et pour répondre à une des questions, quel type de personnalité qu'il faut faire un voyage comme ça, c'est certain qu'un voyage en bateau, c'est très différent d'un voyage sur Terre. Ça n'a vraiment rien à voir. Je le dis, puis on est en mesure d'en parler, puis on a tellement voyagé en sac à dos, que ce soit des petits voyages de quelques semaines, des voyages de quelques mois, ou même un an, là, qu'on a fait à 2 reprises il y a très très longtemps dans notre jeunesse. Donc, il faut, je dirais, faut pas être angoissé. Il faut vraiment pas être angoissé. Il faut avoir des nerfs très solides. Sortir de sa zone. Oui, il faut être capable de sortir de sa zone de confort, être très résilient parce que ton itinéraire sur Terre, tu le contrôles beaucoup plus que sur l'eau. Sur l'eau, il arrive toujours des choses, puis les plans changent sans arrêt, donc tu dois être capable de te virer de bord, mais tu dois être résilient. Moi, c'est vraiment pas ma qualité principale, mais je la développe beaucoup dans ce voyage-là. Ça se travaille. C'est ça se travaille beaucoup. On va avoir du sang-froid. Beaucoup de sang-froid parce que des fois, on a peur. Ça arrive. Faut rester calme parce qu'il ne faut pas trop que ça paraisse non plus pour les enfants. Donc, on essaie d'être calme là-dedans. C'est difficile quand même. Beaucoup de sang-froid par rapport aux imprévus.
faut être vraiment débrouillard. Ouais. Vraiment. Bisounours, être capable c'est ça, d'un petit peu de tout faire, là. C'est très, très important. Il faut être capable de jongler multiples dossiers à la fois. Ouais, ça, c'est pas ma force. Ça toi, t'es bonne. Sans arrêt, multiples dossiers. Il faut être capable de prendre beaucoup de pression. Je dirais que c'est pas... c'est moins relaxant. C'est pas si zen. C'est moins zen qu'un voyage sur Terre. Donc, fait, oui, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a plus de logistique aussi. Beaucoup plus de logistique, oui. Fait que là, on nomme des choses comme ça. Écoute, il y a sûrement des choses qu'on oublie, là, c'est ce qu'on voit. Ouais. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas des vacances, tu sais. Faut juste pas partir dans l'optique de hey, on s'en va, là, c'est la coulée douce. C'est vraiment une aventure. C'est une aventure. C'est pas. C'est ça. Donc, c'est pas. Faut aimer l'aventure! Oui, c'est ça. Et tout ce qui vient avec. Mais je pense que le positif qui vient avec ça, une expérience comme ça, après, c'est sûr que pendant, des fois, tu le vois pas, mais avec le recul, c'est tellement riche. C'est extrêmement riche. Là. Je veux dire, on voit des choses, puis voyager sur l'eau, c'est une perspective totalement différente sur Terre. On voit des choses, on voit les pays d'une façon totalement différente. Et il y a un esprit de communauté qui n'existe pas dans les voyages sur Terre, qui existe sur l'eau, entre les marins, tout ça. Puis c'est quelque chose de très, très riche, en fait. Puis je trouve qu'on développe des relations beaucoup plus profondes. Bien, rapidement aussi. Et rapidement avec les gens sur l'eau. Et je pense à Gypsy Brie, avec qui on a beaucoup voyagé. Il n'y a aucun voyage qu'on a fait sur Terre où on a voyagé comme ça avec des gens, puis qu'on a développé des amitiés comme ça. Même qu'on s'aurait dit ça au début, puis on s'aurait dit, ben non, ça n'arrivera pas. Là. On cherchait pas ça. Mais ça arrive vraiment, les liens sont beaucoup plus forts et tout ça. Donc, ben voilà. Voilà. Bilan 1 an. Donc, j'espère que ça a été instructif. Oui. Puis, ben, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. On va vous répondre par écrit. Ciao! Bye!